Bonjour à tous, c'est Dimanche en politique. Merci à vous d'être avec nous sur France 3 Provence-Alpes. La mairie de Marseille a annulé le bail amphithéotique accordé à l'association La Grande Mosquée de Marseille. Il n'y aura donc pas de grande mosquée dans la cité phocéenne. Problème d'argent, tension au sein de la communauté musulmane, choix politique. Les raisons qui empêchent l'édification d'un lieu de culte qui réunirait l'ensemble des fidèles sont nombreuses. Faut-il des grandes mosquées dans les grandes villes? C'est le thème de Dimanche en politique aujourd'hui avec pour en débattre. Cécile Muscotti, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire fédérale pour le Parti socialiste et pour le département du Var. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Stéphane Ravier, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur, maire, Front National pour le département des Bouches-du-Rhône, maire des 13e et 14e arrondissements de la cité phocéenne. Enfin, Haroun Derbal, bonjour. Bonjour. Vous êtes imam à Marseille. Haroun Derbal, première question, un mot sur l'annulation du bail lundi dernier à l'occasion du conseil municipal, voté aussi par le Front National. Est-ce que vous regrettez cette décision? Le Conseil français du culte musulman dit regretter cette décision qui a été prise donc en début de semaine. Quel est votre avis par rapport à En toute franchise, j'ai jamais été surpris par ça. C'est le contraire qui m'aurait surpris parce que peut-être j'étais parmi les rares personnes au sein des Marseillais de confession musulmane à dire qu'on n'aura pas cette mosquée, ne serait-ce que dans pourquoi vous disiez ça avant que ce vote lundi dernier? Parce que vous étiez sûr que ça ne se passerait pas comme ça aurait dû se passer. Ça fait des années et des années qu'on me parle de la grande mosquée et franchement, ça fait au moins une décennie que les journalistes m'interrogent sur ça et j'ai toujours dit c'est le grand pipeau, c'est pas la grande mosquée. C'est le grand pipeau. Voilà. Et ce pour des raisons multiples et surtout, un manque manifeste d'une volonté politique pour faire aboutir le projet. On peut parler de la division de la communauté musulmane. Jean-Claude Gaudin a tout fait pour que le projet se passe normalement. En apparence. En apparence. Concrètement, il a accordé le bail, il a fait en sorte d'accepter le fait qu'il y ait du retard au niveau des mensualités, puisque c'est un des motifs de la rupture du contrat. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'a rien fait sur ce dossier. Non, il a fait beaucoup de choses, mais sauf qu'il n'a pas fait l'essentiel. Moi, je vous donne un ou deux éléments sur ça. Quand on était en train de discuter sur le projet de la Grande Mosquée, on nous invitait le vendredi matin à 11h à la mairie de Marseille pour discuter. Le vendredi, inviter un imam association pour le faire. Il y a une association qui a été mise en place pour gérer le dossier. Très important. Et quand on disait que... Ça, c'est pas le maire. Et qui c'est qui a mis en place cette association? C'est le maire de Marseille, mais c'était pour assurer toute la logistique. Ils étaient tous cooptés par leur incompétence et incapacité. Oui, bien sûr, je le signe totalement. C'est une équipe d'incompétents et d'incapables qui se sont accaparés du projet en essayant d'éliminer ceux et celles... Quand on a appelé quelqu'un qui fait partie de l'association, une dame, bizarrement, on n'a pas eu de réponse. Enfin, bon. Stéphane Ravier, vous avez voté pour l'annulation du droit au bail, donc ravi de cette décision. Écoutez, en même temps, cette conclusion était inéluctable. Rappelez-vous, en 2006, avec cette délibération qui accordait à la communauté musulmane, à l'association, 8600 mètres carrés de terrain pour 300 euros, pour un loyer de 300 euros par an. Ouais. Donc nous n'avions aucune difficulté à convaincre, des tas de recours, vous avez été débouté à chaque fois. Le tribunal administratif à le convaincre d'annuler cette délibération, une nouvelle délibération en 2007. Et puis, écoutez, pendant le temps qui s'est écoulé, alors on entend aujourd'hui par l'intermédiaire de M. Derbal que la communauté musulmane est très divisée, et c'est ce que nous avions fait savoir, très divisée sur ce projet. L'influence des pays étrangers s'en est mêlée, algériens, marocains, pour le financement, pour la mainmise, pour la mainmise en réalité, parce que ce ne sont pas des philanthropes, et s'ils financent, évidemment, ils veulent contrôler. Tout ça a abouti, malgré l'acharnement, le volontarisme réel du maire de Marseille, de sa majorité, de l'ensemble des groupes politiques de droite comme de gauche à faire aboutir ce projet. Eh bien, écoutez, il n'a pas abouti. Je ne m'en plains pas. Bon, très bien. Qui c'est qui permis à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, aux Comores, je ne sais pas quoi, de mettre la patte dedans? Ce n'est pas la mairie de Marseille. C'est pour ça que je vous dis... Sur la question... Tout à fait raison. Alors attendez, je voudrais que Cécile Muscotti puisse s'exprimer, parce qu'on va élargir le débat au-delà de Marseille, parce qu'effectivement, alors c'était pour pas qu'une nation... c'était 25%. C'est-à-dire qu'une nation pouvait financer à hauteur de 25% le budget de la Grande Mosquée pour éviter qu'il y ait une nation qui ait la mainmise et éventuellement une
idéologie qui est la mainmise sur la Grande Mosquée, pour résumer très rapidement. Alors cette question de Claudette Bauchy-Grima sur Facebook, où on a eu beaucoup de commentaires, il aurait mieux valu une grande mosquée que toutes ces mosquées à chaque coin de rue, enfin c'est mon avis, nous dit-elle. Cécile Muscotti, aujourd'hui Marseille c'est 70 mosquées, peut-être plus parce qu'on ne sait pas très bien combien il y en a, une quarantaine dans le département du Var, mais là aussi on ne sait pas très bien combien il y en a, parce qu'il y a beaucoup de mosquées sauvages, hein, entre guillemets, mais c'est une réalité. Beaucoup sont délabrées, insalubres, ou alors tenues, hein, et ça aussi c'est une réalité par des imams radicaux. Est-ce qu'une grande mosquée, mais c'est aussi valable, je ne sais pas, à Toulon par exemple, ne pourrait pas réduire, alors pas supprimer, parce que ça serait utopique de le penser, mais ce qui peut apparaître comme un problème? Alors, ce que vous disiez, ce qui peut apparaître comme un problème, c'est de ne pas savoir, de ne pas être en capacité de savoir combien de lieux de culte sont présents sur nos territoires et comment s'organisent ces temps-là, ces temps très personnels de recueillement, de prière. Oui, il faut des mosquées à Toulon, ailleurs, dans toute la région. Oui, il faut des lieux de culte qui soient décents. Décents parce que la loi l'impose. Et on a souvent de faux débats à vouloir mettre des contraintes, notamment à brandir le principe de la laïcité, alors que... C'est une réalité, là, il y a la loi de 1905 qui empêche tout financement public. Alors que la loi de 1905 cadre parfaitement l'organisation. Donc oui, il ne faut qu'on accompagne, que les pouvoirs politiques puissent porter, puissent accompagner pour éviter ce dont on parlera peut-être tout à l'heure, c'est-à-dire un contrôle qui nous échappe, une vision qui nous échappe aussi, et notamment en termes de financement, et on l'évoquera un petit peu plus tard. Alors, moi je reviens sur ce que vous disiez, et sur ce que vous disiez aussi, Stéphane Ravier, sur le fait que la communauté musulmane, effectivement, est fortement divisée. Mais est-ce que les imams, les imams et la communauté, mais les imams en particulier, étaient favorables au fait de mettre en place une grande structure comme le projetait la Grande Mosquée de Marseille, sachant que si ce projet avait vu le jour, évidemment, il y avait une perte d'influence de ces derniers-là. Est-ce que vous étiez favorable, sachant que vous auriez peut-être perdu beaucoup de fidèles? Pas du tout, on ne perdra pas de fidèles. Bon. Les statistiques sont là d'ailleurs pour le dire. Ensuite, Thierry, c'est quoi une grande mosquée? Est-ce que vraiment on a besoin d'une grande mosquée? Dans l'islam, il y a un principe tout simple, comme dans toutes les autres religions, c'est faciliter la pratique du culte à tout le monde. Et est-ce que ça passe par une grande mosquée? Absolument pas, ça passe par des mosquées de proximité. Dans les mosquées, qu'est-ce qu'on fait? On fait les 5 prières, on fait l'enseignement de la langue arabe et de la culture musulmane, voilà. Et je ne peux pas demander, par exemple, à quelqu'un qui habite à Saint-Is d'aller jusqu'au centre-ville pour le faire, ou aller aux abattoirs pour le faire. Je ne peux pas demander à quelqu'un qui est à la Valentine d'aller à la Capette pour le faire. Donc il y a les 5 prières, il y a l'enseignement de la langue arabe, il y a les vieux qui veulent pratiquer leurs prières là-bas. Ensuite, on a le vendredi, ce rassemblement qui le fait. On a besoin d'une mosquée moyenne, de taille moyenne, au niveau d'un secteur, au niveau d'un arrondissement, 2 arrondissements. Ensuite, on a la grande prière, les 2 grandes prières. On est au parc Chanono, on n'a pas de problème. Donc, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est de se dire, est-ce que, même avec la grande mosquée, 8500 mètres carrés, vous avez dit, mais pour la mosquée, c'est combien? Le terrain. Mais pour la mosquée, c'est combien? C'est 2500 mètres carrés, qui revient à rassembler 5000 personnes au maximum, alors qu'on nous dit qu'il y a 70 000 pratiquants sur Marseille. Ouais. Donc, 5000, on n'a pas le compte n'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut construire plusieurs dizaines de mosquées à Marseille? Oui, non mais voilà. Non mais vous êtes contre le fait qu'il y ait une grande mosquée. En même temps, il y a une communauté musulmane qui a aussi le droit de pouvoir s'exprimer à travers la religion et on ne lui donne pas la possibilité de le faire. C'est pas un problème, les Français, en l'occurrence les Marseillais de confession musulmane, ont les mêmes droits que les autres. Et les mêmes devoirs. Le principe que vous évoquez tout à l'heure de laïcité n'est pas un principe, c'est une loi constitutionnelle. C'est une loi de liberté qui prévoit que chaque croyant puisse croire, ou chaque citoyen puisse ne pas croire s'il ne le veut pas, et puisse exercer son culte, mais dans des conditions, je dirais, très strictes, qui prévoient que l'État ne salarie, ne subventionne aucun culte. Et les musulmans, comme les autres, pas moins, mais pas plus, doivent à leur tour faire l'effort de trouver l'argent pour construire leur mosquée. Ce n'est pas aux deniers publics de le faire, ce n'est pas à l'étranger de le faire, car on s'exposerait là, évidemment, à une mainmise. On fait comment, alors? C'est ça. On fait comme les autres, on fait des efforts, ou peut-être qu'on revoit sa copie et on n'exige pas une mosquée de 22 millions d'euros comme c'était prévu aux abattoirs. Et écoutez, nous discutions tout à l'heure hors antenne, et ma foi, j'ai entendu une idée qui était plutôt
pertinente. On peut faire plusieurs prêches dans la même journée. Bon. Voilà. Optimiser les moyens. Les mosquées loi qui existent 1905, déjà, plutôt que d'en construire davantage. La loi 1905 interdit de financer les lieux de culte, entre autres. Voilà, on ne va pas refaire les contours de la loi. Nous l'avons vu. Nous l'avons vu à Marseille. Effectivement, 22 millions d'euros, puisque c'était la somme que devait coûter cette future grande mosquée. Ça s'avère extrêmement compliqué de trouver la somme, surtout avec les 25% par nation. Comment est-ce qu'on peut financer la construction d'une mosquée si effectivement, il faut être vigilant par rapport à la provenance de l'argent et sachant que l'État peut injecter 0 centime. On est bien d'accord. C'est pour ça que vous souleviez le problème des fonds étrangers. À partir du moment où des fonds étrangers qui proviennent de pays qui, de manière plus générale, pratiquent l'islam, à partir du moment où les associations présentes sur le territoire français, les imams comme vous, êtes en capacité de fixer un certain nombre de règles sur la pratique de la langue française, sur la nationalité française, pourquoi pas, on peut en discuter, sur la reconnaissance des principes qui fondent aujourd'hui notre République, la liberté, l'égalité, la fraternité, c'est-à-dire être en capacité, via ces fonds, via ce financement, d'avoir notamment des imams qui connaissent et qui adhèrent aux valeurs de la République. Et je suis persuadée qu'à partir du moment où nous avons cette coordination-là entre des financements évidemment mesurés, déjà pour ne fâcher personne, j'ai envie de dire, et puis ensuite pour avoir cette transparence d'organisation, une adhésion aux valeurs de la République, où est le problème? Et on respecte cette loi, et je le répète, cette loi de liberté. Vous êtes donc favorable au financement de l'étranger? À partir du moment où ils sont régulés et contrôlés. Vous êtes donc favorable au financement de l'Algérie, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, des pays bien connus pour leur adhésion. Attendez, Haroun Derbal, je vous donne la parole juste après. Vous glissez sur un mauvais terrain. C'est vous qui glissez dangereusement. Vous acceptez les capitaux à partir du moment où ils sont contrôlés de l'Arabie Saoudite, du Qatar, ça dépend dont quel on pays. connaît les vertus républicaines. Ça dépend quel pays. Je vous ai dit sous condition d'organisation, sous condition d'adhésion, sous condition d'adhésion aux valeurs de la République. Vous sélectionnez les uns par rapport aux autres. Mais M. Ravi, est-ce qu'on a demandé vraiment aux Marseillais de confession musulmane leur avis? C'est ça le problème. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit. On reste sur le financement parce que ce faux problème de financement, c'est le nerf de la guerre. Ce faux problème de financement, il a vraiment été évoqué par la municipalité de Marseille. Ce sont eux qui ont parlé des 7 millions d'Algérie. Ce sont eux qui ont invité l'ambassadeur d'Algérie. On va prendre un exemple concret. La première pierre. Juste vous dire. 22 millions d'euros d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment le vrai coût de cette mosquée-là? C'est pas ça. Ensuite, n'entrons pas dans le détail de l'enveloppe. 22 millions d'euros, c'est une somme, mais même quand les sommes sont moins importantes, il y a aussi... Dans votre secteur, monsieur le maire, il y a même 2 mosquées qui sont en train de se construire. Et la mosquée... Voilà, c'est 2 millions d'euros maximum. Donc on peut faire autre chose. La discussion que nous avons, et la loi 1901 qui empêche l'État de financer tout lieu de culte, quel qu'il soit, répond à l'interrogation de Axel Necton qui nous dit bien qu'elle n'est pas financée par nos impôts, ils peuvent en construire 10 s'ils veulent, bien que je ne supporte pas les religions, mais ça c'est la liberté de culte. Donc effectivement, il n'y a pas de prélèvement du contribuable pour financer des lieux de culte. À Lyon, par exemple. À la Busserine, oui. Pardonnez-moi, je reviens sur mon secteur, mais la mosquée de la Busserine qui peut voir le jour repose sur la volonté du maire de Marseille d'avoir offert le terrain à la communauté. Le terrain, le permis de construire, c'est la responsabilité de la mairie. Après, il y a les bâtiments, l'entretien et le coût de fonctionnement. Le permis de construire, c'est une chose. Offrir le terrain, c'est piétiner allègrement la loi sur la laïcité. 1100 mètres carrés offerts à la Mais est-ce que d'autres religions n'ont pas profité de cette largesse Mais c'est valable pour tout le monde, cher monsieur. Mais le jour de la délibération de la grande mosquée, le jour où on a octroyé à la communauté musulmane ce bail-là, est-ce que le même jour on n'a pas octroyé à une association d'une autre religion? Compris que vous étiez en guerre avec cette association-là, Haroun Derbal. Moi, je voudrais juste vous poser la question, Haroun Derbal. Nous sommes opposés à cette méthode concernant toutes les religions. Haroun Derbal, vous étiez l'imam de la mosquée Isla, c'est la plus grande de la cité phocéenne. C'est une mosquée qui est financée comment? Éclairez-nous. C'est les fidèles qui la financent. Intégralement. Il n'y a pas d'apport d'argent étranger. Absolument pas. Et quand on fait appel à la communauté musulmane, on peut le faire. D'ailleurs, on parlait des cèdres
Au Cèdre, il y a une mosquée qui va voir le jour d'ici peu. Ça, les gros travaux ont été finis. Voilà. Il manque 700 000 euros quand même. Hein. Oui, mais c'est essentiellement les dons de la communauté musulmane. Ce n'est pas des dons extérieurs. Cécile Mouskoti, ça vient juste d'être réactivé par le gouvernement que vous soutenez, hein, la Fondation de l'Islam de France, qui était une idée qui avait été lancée par Dominique de Villepin et qui a été réactivée là, dont la présidence a été confiée, la responsabilité a été confiée à Jean-Pierre Chevènement et qui démarre au début du mois d'octobre. Est-ce que, à votre avis, cette fondation-là, qui n'a pas fait grand-chose depuis son oui, enfin là, ça fait déjà quelques années quand même qu'elle existe. Est-ce que, à votre avis, réactivée là, elle est en sommeil et puis là, elle reprend du service, est-ce que ça peut permettre de trouver des solutions justement par rapport à la transparence au niveau du financement, les structures publiques qui y surveillent? Évidemment, et on le voit bien sur cet exemple-là marseillais qu'on pourrait imaginer sur l'ensemble du territoire. Absolument, national, partout ailleurs. Peut-être à des niveaux un peu différents en termes de financement. Mais oui, c'est-à-dire que ce qu'on dit depuis le départ de cette discussion, c'est qu'il y a une loi de liberté. Il y a ensuite cette liberté qui donc permet à chacun d'entre nous de pouvoir aller pratiquer la religion qu'il a choisie. Aujourd'hui, on sait qu'il y a malheureusement, c'est une réalité, des imams qui ne sont pas français, qui ne jouent pas leur rôle correctement. Et je le répète encore une fois, parce qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils n'adhèrent pas aux valeurs de notre société, aux valeurs de notre République. Donc avoir une entité un petit peu au-dessus, qui vient cadrer, qui vient contrôler d'une manière peut-être plus intellectuelle, voire même spirituelle, mais qui est en capacité d'avoir un regard clair sur la situation et surtout qui est en capacité, je pense, de vous alerter sur chacun des territoires pour dire attention. Et cette alerte peut se faire aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous-même qui êtes au contact des musulmans au quotidien, de dire là on sent un risque parce que nous ne l'avons pas vu venir, il s'est infiltré tel ou tel... Demandez à des gens comme Haroun Derbal, qui ont pignon sur rue de faire la police, quoi. Pas de faire la police. Un petit peu quand même. Non, c'est pas de faire la police, c'est d'être en capacité de repérer ce qui se passe dans un lieu de culte. Juste sur une phrase, la France n'est pas une terre d'islam, mais une terre chrétienne. Qui a dit ça? Moi. Oui, vous n'êtes pas le seul. C'est ni vous ni moi. Vous n'êtes pas le seul. C'est dans la cité. Non, parce qu'on ne s'est pas trompé. Hein. Voilà, la France n'est pas une terre d'islam, mais une terre chrétienne. Nicolas Sarkozy a dit ça. Vous avez dit exactement la même chose. C'est lui qui dit la même chose que moi. C'est lui qui a fait un copier-coller. Il est en campagne interne. Vous avez dit exactement la même chose. Et ce qui est très rigolo, c'est quand on met cette phrase en perspective avec celle qui a été prononcée récemment par Marine Le Pen, qui dit que l'islam a toute sa place au sein de la République française. Finalement, vous êtes plus proche de qui aujourd'hui, de Marine Le Pen ou de Nicolas Sarkozy, Stéphane Ravier? L'islam a toute sa place, rien que sa place, à condition, bien sûr, que l'islam le souhaite et encore une fois, que l'islam respecte la République, ses lois, et pas seulement ses principes, et notamment celui de la laïcité. Les fidèles subventionnent la mosquée du marché aux puces. Toutes les mosquées sans exception sont financées par les fidèles. Il n'y a pas de discours qui mettent, je dirais, en péril les valeurs de la République, tant mieux. Il y en a d'autres pour lesquels ce n'est pas le cas. On continue le financement public, encore une fois, à travers cet exemple de la mosquée de la Busserine, financement public soutenu, encouragé la mise à disposition d'un terrain par la mairie de Marseille. Et s'il n'en a pas les moyens, monsieur Bézère, mesdames et messieurs, je préfère vous le dire tout de suite, s'il n'en a pas les moyens de construire de mosquées, eh bien, on n'en construit pas. Et l'on prie chez... Je ne crois pas que ça soit injurieux. Moi, ce qui me fait légèrement sourire, mais sourire un peu jeune, c'est votre façon de brandir le drapeau de la laïcité. J'ai l'impression que... Vous l'avez laissé dans le caniveau, madame. Nous l'avons trouvé dans le caniveau, dans lequel vous l'aviez jeté. Simplement, vous l'avez retrouvé peut-être à un moment donné. Parce que rappelons-nous, dans les années 70, alors j'étais pas née, mais j'essaie quand même de me renseigner. Dans les années 70, où quand même le Front National enterrait cette idée de laïcité, surtout ne voulait pas, Jean-Marie Le Pen en tête, et il le disait, il n'était pas question de s'appuyer sur cette... Jean-Marie Le Pen a été le premier à faire élire un musulman. Et alors? Et donc, la question, elle n'est pas là. Faites pas de démagogie comme ça. C'est même Madame Badinter. Je voudrais que vous regardiez ces images. C'est même Madame Badinter qui vous l'a reproché d'avoir abandonné la laïcité. Je voudrais que vous regardiez ces images. Elles sont là aussi, derrière, juste là, Stéphane Ravier. Voilà. Prière de rue. Alors ça a généré beaucoup de polémiques. C'est à Marseille, mais je présume que c'est évidemment un phénomène qui se retrouve partout ailleurs. Les gens faisaient la prière dans la rue parce que soit les mosquées étaient pleines,
soit les mosquées étaient insalubres. Enfin bon, voilà. Ouais. Et là, bon, tout le monde a poussé des cris d'orfraie parce qu'il y avait violation de l'espace public. Le fait d'avoir une grande mosquée, est-ce que ça ne peut pas résoudre ce type de choses? C'est-à-dire des gens qui prient dans des conditions qui ne sont pas des conditions. Monsieur l'a dit tout à l'heure. Une partie des problèmes seront résolus, bien sûr. Thierry, c'est des chiffres qui parlent. Ça reste quand même une question sensible, ça. Bien sûr, bien sûr. On est d'accord. Ça ne me réjouit pas, ça. Ça me réjouit pas, ça. Écoutez, Thierry, on dit au marché aux puces. Au marché aux puces, on ne gêne personne. On gêne personne. Et je demande chaque vendredi, avant la prière, aux gens de rentrer à l'intérieur de la mosquée pour pouvoir prier, même pas dans les couloirs, et pourtant il n'y a personne dans les couloirs. Les couloirs, ça ne nous appartient pas. Mais ne faites pas la prière dans les couloirs. Mais les chiffres sont là. Ils nous rappellent qu'il y a 70 000, c'est la préfecture qui le dit, 70 000 pratiquants. Pour 70 000 pratiquants, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Pour avoir des mosquées à 1000 personnes, il faut 70 mosquées. Et pour avoir 1000 personnes, il faut 500 mètres carrés. Donc, à l'heure où on parle, il faut au moins 70 mosquées de 500 mètres carrés à Marseille pour pouvoir vraiment absorber à la fois à bon entendeur, voilà, nous avons. Et d'ailleurs, l'imam Goul, au lendemain de la signature, qui était le président de l'association de la Grande Mosquée de Marseille, voilà, je replace en perspective. Au lendemain de la signature du bail, faisait savoir que ça ne suffirait pas, que la mosquée des abattoirs, la Grande Mosquée, ne suffirait pas, et qu'il avait déjà déposé des demandes de permis de construire. Toujours plus, toujours plus, toujours plus. L'origine de cette situation, on n'en parle jamais, parce que là, on est en train d'essayer de régler un problème, sa conséquence. Mais la cause, c'est évidemment la délirante politique d'immigration menée par Cécile Muscotti va vous répondre. Par les amis de madame ici présente. Oui, mais ça devait venir sur la table, Cécile Muscotti. Par les amis Stéphane Ravier, ça, on l'attendait, ça y est, c'est arrivé. J'allais vous poser la question d'ailleurs, mais bon, vous m'avez devancé. Combien d'après vous, en pourcentage, y a-t-il de musulmans en France? C'est rigolo parce que, avant que vous répondiez... Vous savez que c'est une statistique qui n'existe pas, madame. C'est interdit par la loi. C'est une statistique qui provient de la Fondation Jean Jaurès. Mais ce qui est intéressant, c'est cette étude qui nous permet de voir le delta entre ce qu'imaginent les Français et la réalité. Donc je vous pose la question, d'après vous, combien, en pourcentage, combien y a-t-il de musulmans en France? Si j'en crois Azouz Begag, qu'on ne peut pas soupçonner d'être un proche, un soutien du Front National, et qui avait accordé une interview à France O, pardonnez-moi, publicité non rémunérée, en 2011. C'est un service public, vous savez, il n'y a pas de problème. Il estimait, lui, que les musulmans, alors c'est pas en pourcentage, en chiffres bruts, étaient de l'ordre de entre 15 et 20 millions. Azouz Begag. Pourquoi, disait-il? Pourquoi? Parce qu'il nous disait que cela faisait 30 ans qu'il entendait qu'en France, il y avait 5 millions de musulmans. Et il ajoutait, mais ces musulmans ont fait des enfants, qui ont fait des enfants. Ils sont français, hein, non, mais j'ai pas parlé de... nous parlons des musulmans. Oui, non, bien sûr. Donc il estimait que le nombre de musulmans en France, français ou autres, était de l'ordre de 15 à 20 millions. Et il suffit, madame, il suffit, sincèrement. 10 millions, vous voyez. Alors que le chiffre officiel tourne entre 3 et 4 millions. Voilà. 10 millions, c'est le chiffre, je crois, sur lequel on peut tomber d'accord. Et ça, c'est le résultat de la délirante politique d'immigration. Donc je fais lien avec ce que vous dites. Ce delta entre ce qu'imaginent les Français qui regardent la télévision, qui lisent les journaux, qui écoutent la radio, et la réalité, c'est aujourd'hui la raison principale, à mon avis, pour laquelle nos concitoyens ne font de moins en moins confiance à la politique et en particulier à ses représentants. Parce que vous alimentez un climat qui n'est pas un climat face à la réalité. Quand vous dites c'est une conséquence de l'immigration, il y a des millions et des millions de musulmans. Aujourd'hui, nous perdons l'identité française. Vous menez en bateau. Non, non, absolument pas. Deuxième et troisième génération, ils sont nés en France et ils sont français. Je voudrais juste terminer. Il reste 2 minutes 30 d'émission. Qui ont libéré Marseille, c'est ça. Je vais pas y arriver. Et la Provence, de cette maladie qui consiste à avoir la haine de soi, que vous soyez pour l'amour de l'autre. Vous avez la haine de l'autre. C'est pas pareil. Vous soyez pour l'amour de l'autre et avoir la haine de soi, ce n'est pas obligatoire. Non, mais je voudrais juste finir rapidement, Stéphane Ravier, juste parce qu'il y a quand même l'exemple d'une grande mosquée qui fonctionne plutôt bien et depuis 1994, malgré les recours avant son inauguration.
par le Front National, entre autres, je pense à M. Golnisch, c'est la grande mosquée de Lyon, qui a été financée essentiellement par l'Arabie Saoudite. Jusqu'à maintenant. Voilà, jusqu'à maintenant. Bon, on peut pas Doit-on s'en réjouir? on peut pas s'inspirer de. Doit-on s'en réjouir? En tout cas, ça marche bien. Ça marche bien. Favorable à Je ce suis que- favorable à rien. Vous pensez Je que constate l'Arabie que Saoudite va se contenter je constate de que ça marche bien. C'est un d'avoir modèle qu'on peut pas financé- transposer à Marseille, Toulon ou ailleurs. Vous pensez que l'Arabie Saoudite qui échelles finance différentes. une mosquée va se contenter d'avoir financé et va rentrer chez Mais elle? qui dit... Une plaisanterie. Et encore une fois, est-ce que vous avez demandé, M. Ravi, l'avis de la population? Est-ce que nous, on a dit qu'on va être financé par l'Algérie, par le Maroc, ou je ne sais pas quoi? Au contraire, justement, quand la municipalité dit à la tête de la grande mosquée de Marseille, il faut qu'il y ait un Algérien, là, on fait la division. Là, on sous-entend que l'Algérie doit financer, ainsi de suite. Nous, on dit, laissez les Marseillais faire, et vous allez voir le résultat. L'exemple, Faire et d'accord, financer, même. l'exemple, Bien sûr, l'exemple bien sûr, lyonnais. on a besoin La de loi, rien que la loi, toute On la a Cécile besoin Muscotti. de personnes, Cécile sauf que la loi Muscotti. doit être appliquée à tout le monde, pas uniquement Absolument, aux oui, musulmans. Ravi, je suis sûr. Malheureusement, Cécile Muscotti. Compliqué. Voilà. Pourquoi ça Ouais, marche ouais. à un endroit et pas ailleurs? C'est la grande question. Alors, Lyon, en l'espèce. L'exemple, voilà, Lyon. À Marseille, peut-être que le projet, en termes de financement, était un petit peu trop ambitieux. Mais on en revient à ce qu'on disait au départ. À partir du moment où les choses sont posées sur la table et sont claires en termes de pourcentage de financement, en termes de vérification des sources de ces financements-là, ça fonctionne. Parce que vous allez Ça contre fonctionne la et on loi. n'a pas Terminé. des milliers de Ou alors musulmans dites- dehors. C'est terminé. C'est injuste de voir les Merci. milliers La mosquée de Lyon, Merci. c'est Pasqua. Oui, qui était à la nuit, Derrière, il y avait qui a M. assuré, Pasqua. qui a assuré, Dans combien de mosquées l'inauguration. cela ne fonctionne pas? Dans combien de mosquées cela ne fonctionne pas? Merci et où les beaucoup. salafistes ont pris le pouvoir? Dans combien Ce de sera mosquées? l'objet de notre débat. Merci beaucoup.